Maintenant, on va ce soir, pendant les quelques minutes qui me restent, parler de la façon de mesurer les émotions. Parce que créer des émotions, les émotions fortes, bon, pendant 30 ans j'ai fait de la pub, j'ai essayé, tant que faire se peut, en tant que créatif, de créer de l'émotion avec des campagnes, dont j'espère vous vous souvenez tous, bien sûr. Ikea, Newt. Plus je chantais, donc ne me vexez pas. Bon. Un peu plus longtemps, Bic, pour les plus anciens, avec les frères Cantona, Le Parisien, il vaut mieux l'avoir un journal. Et j'ai même créé ça aussi, alors comme c'est en ce moment la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, il y a 2 ans, j'ai créé un médicament, parce qu'on crée aussi des médicaments quand on fait de la pub, Homophobiol. C'est un petit bonbon à sucer, un petit arlequin, qui agit immédiatement dès qu'une personne commence à avoir des propos homophobes un peu compliqués. Il y a un patch, et pour lesquels les plus compliqués, un suppositoire est à l'étude. Il y en a pour ceux qui souffrent. J'en ai amené 3 boîtes. Donc ça, c'est bien, c'est sympathique, on crée de l'émotion. Mais comment le mesurer? Comment savoir vraiment si ça tape vraiment dans le mille? Et pendant 30 ans, j'avais en face de moi des clients très sympas, très gentils, des amis, qui me disaient « Écoute, ton idée elle est formidable, mais qu'est-ce qui me prouve que ça va marcher ?» Et là, vous tentez tout. Vous faites de la vente, de la séduction, comédie musicale si vous le pouvez, en montant sur la table. Et puis, vous n'avez pas les outils. Mais, un beau jour, il y a quelques années, il y a 3 ans, suite à une énième réaction d'un de mes clients, disant « Mais qu'est-ce qui me prouve que ça va marcher ?» Je me suis dit « En fait, je vais arrêter la pub. » Et c'est vrai que j'ai arrêté la pub, j'ai cédé mon agence il y a quelques semaines, et j'ai créé une start-up qui s'appelle Datacalab, on le voit, Cracking the Emotion Black Box, c'est l'anglais, ça fait bien, pour justement craquer un peu la boîte noire des émotions, savoir, parce qu'on sait que tout est émotion, on va en parler, comment arriver à les mesurer, à les quantifier l'immatériel. Comme on m'a dit, comme toujours, t'es fou, laisse tomber. Donc j'ai continué. Et en fait, je vais vous dire, première chose, c'est que les émotions, on l'a vu tout à l'heure, mais les émotions dans nos vies, et c'est universel, elles sont responsables de tout ce qui nous impacte au quotidien. Et oui, même des gens très rationnels, même des gens très cartésiens, même si on fait un mauvais procès à Descartes en pensant qu'il n'était que rationnel, ce qui est faux. Mais ça, c'est pour une autre conférence, quand vous m'inviterez à nouveau pour parler de Descartes. C'est totalement injuste. Parce que les émotions sont responsables de nos choix, de nos décisions, de nos actions, de nos souvenirs, et oui, de nos souvenirs. On va faire un test. Je vais vous donner 5 secondes, pas plus, pour me dire si vous vous souvenez ce que vous avez fait le 1er août 2015. Touc, touc, touc. Elles sont longues les secondes. Touc, touc. Enfin, pas une réponse. Deuxième question, et je vais vous donner 2 secondes. Je pourrais même en donner une, hors taxe. Vous allez me dire ce que vous avez fait le 11 septembre 2001. Levez les mains si... Touc. Voilà. Je n'ai pas fini la première seconde. Pourquoi? Parce que le souvenir, ce n'est qu'une trace émotionnelle. Ce n'est qu'un ancrage émotionnel. Vous pouvez prendre le 11 septembre 2001 en valeur absolue, mettre l'anniversaire de votre conjoint, de vos enfants, de votre patron, toutes les personnes que vous aimez, de Neymar ou Mbappé. Et vous verrez que voilà, le souvenir est plus fort quand l'émotion est plus forte. C'est un ancrage émotionnel fort. Le choix, les décisions, c'est normal. On croit que c'est le cerveau cognitif qui fait toutes les décisions. C'est faux. Il fait le tri, mais celui qui décide in fine, c'est le cerveau limbique, qui est le siège des émotions. Donc toutes nos décisions, même les plus rationnelles, même les plus financières, demandez à des grands banquiers, ils vous diront qu'à un moment, quand ils ont eu tous les tableurs Excel, qu'ils ont tout comparé, tous les chiffres, pourquoi est-ce qu'ils choisissent un projet et pas l'autre? Voilà, c'est le coup de cœur. C'est un moment quelque chose d'impalpable. Ce sont les émotions qui le font. Donc on voit bien que les émotions, finalement, c'est très sérieux. Pendant des années, on a discrédité un petit peu, disant, oh non, mais c'est un truc trop émotionnel, comme si c'était vraiment un vilain mot, que c'était un défaut. Alors que les émotions sont responsables de tout. Donc, il faut savoir aussi pourquoi cette importance des émotions. Comment ça se passe à l'intérieur de notre cerveau? Déjà, entre l'inconscient et le conscient. On parlait d'environnement tout à l'heure, donc j'ai pris un iceberg, un bel iceberg. Vous savez, la partie haute, toute petite, et la partie immergée, c'est 10%, 90%. À votre avis, où se situe le conscient et l'inconscient?
En fait, 10% de ce qui nous impacte au quotidien est dû au conscient. 90% est dû à notre inconscient. Ce qui nous laisse une marge énorme. Vous êtes d'accord? Parce que tout le monde dit, oui, non mais il n'y a que le conscient qui compte, il n'y a que le rationnel. Il n'y a que le déclaratif. Vous savez, quand on fait des études avec des questionnaires, on pose des questions aux gens, on dit, c'est génial, notre méthodologie est extraordinaire, mais même si elle est extraordinaire, dans le meilleur des cas, si 100% de vos réponses sont justes, sans biais cognitifs, et on sait très bien que personne ne ment face à un questionnaire. Imaginons que, admettons, vous n'avez pas menti, ça ne donnera que 10% de ce qui vous a impacté, 10% de ce que vous ressentez. Il n'y a pas de questionnaire sur les ressentis. C'est ce qu'on a décidé de faire. Vous voyez l'importance des émotions et ce trésor que ça représente pour chacun de nous. On se dit que c'est trop dommage de le laisser filer. Parce que si je vous demande, sauf sur mon entrée fracassante, de me dire toutes les émotions que vous avez ressenties depuis que je parle, je n'ai pas encore de décompte, seconde par seconde, vous en êtes incapable. L'homme en est incapable, c'est normal. On n'a pas la capacité de stockage pour ça. Donc vous imaginez le trésor de toutes ces émotions qu'on vit, qui nous font vibrer et qu'on laisse passer. Eh bien, il fallait qu'on invente quelque chose pour les capter. Qu'est-ce qu'une émotion d'ailleurs? Parce qu'on fait souvent des différences entre le ressenti, les émotions, etc. L'émotion, c'est une information. C'est une information que le cerveau envoie à votre système nerveux central pour agir. Et motion, mouvement. Donc c'est une information pour agir. Ça n'a rien à voir avec le ressenti. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle. Ça me fait vibrer toujours de l'annoncer. Nous sommes tous égaux devant les émotions. Ici, toutes les informations que le cerveau envoie à notre système nerveux central sont universelles. On les vit de la même façon. Donc c'est quand même extraordinaire. En revanche, le ressenti, lui, n'est pas le même. Je vais faire un exemple. Je traverse, un énorme camion arrive, et là, il y a une information, la peur, qui m'envoie un message en me disant « Attention, recule, sinon tu vas te faire écraser. » Je le fais, tout, j'ai peur, qu'est-ce que je fais? Je recule. Le camion passe devant, je suis sauvé. Donc l'information a agi, j'ai réagi, mais le ressenti, là il est différent. Pourquoi? En fonction de toutes nos différences culturelles, familiales, contextuelles, sociétales, on va ressentir quelque chose de différent. L'éternel optimiste que je suis dit « Yes !» J'ai un temps de vie de plus. Et l'angoissé va être traumatisé par ce qui lui est arrivé. Il va vivre avec ce traumatisme parfois toute sa vie. Je prends le camion, mais chacun a son camion. Parfois, un garage de camion. Et tous ces traumatismes sont les ancrages émotionnels. Et ça, c'est du ressenti. Pourtant, l'émotion est la même. J'ai eu peur. Vous avez eu peur. Mais moi, je me suis sauvé la vie. Et c'est une bouffée d'oxygène incroyable. Et pour les autres, c'est un drame. Ce qui montre bien qu'il ne faut pas confondre émotion et ressenti. Dans notre méthodologie, DataCalab, donc qui est notre start-up, on fait cette distinction-là. On repère les émotions, mais surtout on analyse la façon dont les gens réagissent et ressentent des choses différentes par rapport à un contenu. Et encore une fois, vous pouvez avoir peur et être heureux, ou peur et être traumatisé. Où il y a des gens, vous savez, quand ils ont une énorme joie, ils vous disent « c'est intéressant ». Et d'autres fondent en larmes, sur un genou, comme après avoir marqué un but en Coupe du Monde. Vous voyez bien que, et c'est là que c'est intéressant. Donc, le déclaratif ne dit pas tout, donc il faut aller vers l'émotion. Comment on fait? Alors, je me suis mis en scène, c'est plus simple. Voilà notre outil, c'est un algorithme extrêmement puissant qui agit sur l'image. En fait, on détecte les émotions en filmant les gens face à une expérience de contenu. Que ce soit face à vous, par exemple, moi je vous parle, si on avait une caméra, avec notre algorithme, je filme la salle, je vous rassure, parce qu'au moins ce sera fait avec votre accord, on est RGPD compliant, on travaille avec la CNIL, c'est sans danger. Donc avec votre accord, on filme la salle, et in fine, je peux savoir, avec toutes les conférences qu'il y a eu aujourd'hui, celles qui ont impacté, celles qui ont créé plus d'émotions, plus de pics de joie, de la colère, du dégoût, du mépris, etc., juste en filmant les gens. Parce qu'on analyse, on a un algorithme extrêmement puissant qui analyse tous les points, et on le voit, les points du visage, alors les sourcils, les yeux, la pupille pour savoir la direction du regard, tous les muscles du visage, il y a à peu près 47 muscles, qui bougent d'une façon inconsciente et qui trahissent positivement
vos ressentis. Et c'est inconscient. Un exemple, je ne sais pas ceux qui jouent au poker, ceux qui aiment le poker, ou regardez des émissions de poker à la télé, vous n'avez jamais remarqué comment se fait-il que ces joueurs de poker à la télé ont un bonnet, des lunettes, un casque, une capuche, une écharpe, un col roulé. Ils sont fous, mais pourquoi? Il ne fait pas si froid sur un plateau. C'est pas pour ça. C'est pour masquer les signes physiques de l'émotion. Et un joueur de poker qui bluffe en permanence, quand vous avez une émotion, votre cœur bat un peu plus vite, la surface de la peau se réchauffe, microsudation, vous devenez un peu rougeau, etc. Vous connaissez ce sentiment. Et même si vous êtes un grand bluffeur, vous n'êtes pas Jacques Mayol ou un Yogi 8e Dan. On ne peut pas bloquer ça. Voilà pourquoi il s'habille comme ça. Ce qui montre bien que grâce à cet algorithme qui agit sur l'image, on peut capter tout. Face à une pub, bien sûr, face à un long métrage, on vient de le faire, face à des programmes télé, face à une conférence. Et on le fait depuis le mois de janvier, puisqu'on a un partenariat mondial avec IBM pour ça. On est la première start-up qui a inventé un outil de mesure émotionnelle en ligne pour les sites e-commerce. Parce que sur un site e-commerce, il se passe tellement de choses extrêmement rationnelles qu'on oublie que quand on est dans une boutique, vous avez un vendeur, une vendeuse, vous avez une vitrine, vous avez de la lumière, vous avez maintenant de l'olfactif avec des parfums, vous avez une musique d'ambiance, vous jouez sur le relationnel, sur les matières. Ce n'est que de l'émotion, le commerce. Mais sur le e-commerce, le i, c'est pas pour émotion, hein, malheureusement. Tout est très électronique, mais électronique à un point, ça en devient tellement froid qu'on se demande vraiment si quelqu'un est derrière la machine. Pourquoi cela? Pourquoi on ne gérerait pas le e-commerce comme on gère le commerce? On les aide justement à mettre en avant soit des produits qui sont peut-être un peu planqués parfois au fond du site, mais qui provoquent une telle émotion qu'on veut les mettre plus en avant, non pas pour qu'ils se vendent mieux, mais pour créer un appel émotionnel, pour mettre les gens dans un bon environnement et qu'ils passent un bon moment. Parce qu'il y a quand même certains sites, vous y allez tout le temps comme moi, c'est quand même chiant à mourir. Mais cela, sur notre outil, c'est très compliqué de le faire. Alors on va faire une petite démo là. Toc, voilà. Donc à gauche, il y a un descriptif, est-ce que j'ai des lunettes, male, gender, le genre, barbe, smile, hat, lipstick, donc pour déterminer un peu physiquement tout ce qui pourrait perturber la lecture. En bas à droite, vous avez un gyroscope pour l'orientation du visage, pour voir si justement je suis attentif ou pas. Parce que parfois vous êtes comme ça, vous lisez vos SMS, vous ne regardez plus le contenu. Pas pour espionner, mais pour ne garder uniquement que les émotions qui correspondent réellement à l'expérience que vous êtes en train de vivre, au ressenti que vous avez, non pas avec le SMS, parce que parfois les SMS peuvent réellement vous envoyer un choc émotionnel, mais avec ce que vous êtes en train de regarder, une pub ou autre chose. En haut à droite, vous avez les action units, c'est quoi? Ce sont les muscles du visage qui créent des émotions différentes. Donc, je l'ai dit, il y a la joie, le mépris, le dégoût, la tristesse, la peur, la colère, etc. Et en fonction de l'activation de certaines unités, on sait au dixième de seconde près ce que vous avez ressenti. Et le eye blink, alors ça c'est tout nouveau, c'est nos chercheurs qui ont inventé ça, c'est la façon dont vous clignez, vous battez des paupières. Pourquoi? Au début, quand vous êtes attentif, parce que la guerre aujourd'hui c'est l'attention, il y a tellement de contenu, si vous n'êtes pas attentif, ça ne sert à rien de parler d'émotion. D'abord on est attentif, ensuite on a un engagement émotionnel, et après on génère une adhésion. Donc là, avec le eye blink, ça montre qu'en fait, au démarrage, quand on regarde quelque chose, on bat très peu les paupières, et dès qu'on commence à être activé, vous battez les paupières, mais c'est inconscient, vous ne vous en rendez même pas compte, de plus en plus. Et on arrive à voir la charge cognitive du regard. Ouais, tous les jours, nos chercheurs, qui sont plutôt des trouveurs, nous amènent des nouveaux petits insights pour mieux comprendre ce qui se passe dans nos ressentis. Donc ça, c'est l'outil qu'on utilise en ligne, c'est totalement automatique. On a une plateforme qui mesure des centaines, des milliers de gens en même temps. Le but, c'est pas de faire de la reconnaissance faciale. D'abord, avec ce masque blanc, j'espère que vous ne m'avez pas reconnu. Le but n'est pas celui-là de savoir quelle est l'émotion de Pierre-Paul ou Jacques, puisque nous, on est sur la loi des grands nombres au niveau des émotions. On veut mesurer les émotions au maximum pour agréger ces résultats et créer des normes. C'est plus intéressant, sinon c'est l'espionnage, ça ne nous intéresse pas. Donc l'idée, c'est d'avoir ces normes-là pour savoir, par exemple à la fin d'un film, 30 secondes, quelques secondes après, on sait tous les moments forts du film, tous les moments avec des ressentis négatifs, positifs. Mais encore une fois, un ressenti négatif, c'est pas mauvais, hein. Regardez Trump. Trump, depuis les primaires jusqu'à aujourd'hui, produit une quantité de ressentis négatifs peut-être jamais atteint. C'est peut-être le Guinness Book des records des ressentis négatifs, on est d'accord. Et pourtant, non seulement il gagne les primaires en massacrant,
en broyant les 7 autres candidats, il humilie Clinton, et in fine, certains éditorialistes qui hurlaient sur Clinton depuis son élection finissent en se mordant la bouche par se dire « Oh, le con, il va peut-être être réélu ». C'est quand même curieux. On a fait, nous, le suffrage émotionnel des présidentielles en 2017. On avait donné avant tout le monde Macron face à Le Pen. Et on avait vu que Le Pen n'avait aucune chance, parce que ce qu'elle dégageait en termes d'émotion, dès qu'on parlait de présidentialisation, d'incarnation présidentielle, c'était une catastrophe. C'était la plus mauvaise de toutes les candidates. Parce qu'elle ne générait pas, en termes de ressenti, quelque chose de rassurant en tant que présidente. Alors que, en tant que candidate, on a eu des surprises. Avec des gens de gauche qui, in fine, ont ressenti des choses extrêmement positives et qui nous ont avoué derrière que finalement, elle n'était pas si mal que ça. Alors qu'ils disaient « Oh, elle m'a fait peur quand elle parle d'éducation. Quel scandale quand elle parle d'immigration. C'est une honte, c'est ceci, c'est cela. » Et à la fin « Mais je voterai quand même bien pour elle. » Donc, ne vous trompez pas. Quand les gens ont parfois des ressentis très négatifs envers quelqu'un, c'est vrai en amour aussi. On sait comment parfois ça finit. On se retrouve. Les ressentis négatifs ne sont pas vraiment négatifs dans l'action. Parce que voilà, c'est une part très inconsciente. Et parfois, en fonction du contexte, de votre éducation, de votre projection, la confiance que vous avez en une personne, eh ben vous lui donnez votre crédit alors qu'in fine, il n'a que des défauts. Maintenant, comment mesurer ces émotions? Vous l'avez vu, et je vais vous montrer juste derrière pourquoi faire, parce que c'est quand même le plus important. Vous allez me dire, tout ça, c'est bien, c'est une prouesse, mais à quoi ça sert de mesurer les émotions? Pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que tout ce qui nous impacte au quotidien est émotionnel. Tous vos choix, toutes vos décisions. Donc comment savoir, et on revient à l'origine, au démarrage de mon explication, dire à mes clients comment je suis sûr que ça va marcher. Je peux vous dire, s'il y a 30 ans, j'avais créé DataCalab avant de créer Hémisphère Droit, je pense que j'aurais acheté Publicis. J'espère qu'il n'y a personne de Publicis dans la salle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'algorithme et c'est l'outil extraordinaire pour les artistes et les créatifs. Quantifier l'immatériel, pouvoir enfin prouver, sans être obligé de monter sur la table et de dire « Mais vous ne vous rendez pas compte, j'ai fait des sublimes campagnes, mais je suis un immense créatif », comme le font ceux. Mais ça, c'est pas ça un argument de vente. Parce qu'il faut le prouver avec un outil scientifique. Et là, on a la possibilité non seulement d'optimiser son contenu, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent nous montrer leur contenu avant de le diffuser. Pour pouvoir optimiser, parce qu'on connaît les moments faibles, les moments forts. Donc pour un créatif, c'est génial. Il peut tester ses propres campagnes lui-même avant d'aller les vendre. Et quand il va les vendre, ce n'est pas lui qui les vend. Ça peut être un ingénieur ou des courbes. Ça change. De ne pas avoir à se justifier en permanence. D'avoir des courbes et surtout prouver scientifiquement. Et derrière, ce que ça permet, c'est de... Vous savez, on dit, c'est la mode, le marketing veut mettre le consommateur au cœur de toutes les stratégies. Ça fait bien. Moi, je dis plutôt, ce serait bien que la stratégie aille au cœur du consommateur, qu'on s'intéresse vraiment à lui. Parce que sinon, on n'a encore qu'une machine à acheter. On n'a qu'un bouton, un clic dans le cerveau. Ce qui n'existe pas, je vous rassure. En revanche, être empathique, prendre en compte les gens, c'est d'abord prendre en compte leurs émotions. Et leurs émotions, ce n'est pas uniquement ce qu'ils vous disent qu'ils ressentent. C'est ce qu'ils ne vous disent pas. Donc, il faut écouter les silences et il faut arriver à comprendre ce qu'ils ressentent en mesurant leurs émotions. Voilà pourquoi je vous engage tous à bien faire attention à vos émotions et surtout à les prendre en compte. Ceux de vos conjoints, ceux de vos amis, parce que les émotions, c'est le driver de notre vie. Merci.